Toujours sur Radio Zinzinex, ce soir avec Audreyne, toujours de l'Université populaire en transition. Donc là, Audreyne, tu allais nous parler du revenu de base pour tous, c'est ça? Voilà, du revenu de base inconditionnel, Ok. qui est une réforme sociale potentielle, qui est proposée déjà depuis 2 siècles, mais qui vient à point parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le système va s'arrêter. Donc, tout le monde cherche des solutions pour pas que ce qui arrive en Grèce et en Espagne se propage à travers toute l'Europe. Et ça, ce serait une solution acceptable pour tous, parce que c'est pas seulement plébiscité par les citoyens, c'est aussi plébiscité par le haut de la pyramide qui, voilà, ils savent bien que bon bah, et de toute façon les gens ils ont plus de moyens de payer, de consommer, et donc s'ils veulent pérenniser un peu leur système, ils sont obligés de redistribuer un peu d'abondance. Donc c'est une façon de redistribuer en fait l'abondance issue de l'ère industrielle dont je parlais au début de cette interview, et ils appellent ça une proposition de réforme sociale. Donc, je vais vous lire la définition exacte. Le revenu de base est une proposition de réforme sociale visant à simplifier notre modèle de solidarité en unifiant les aides actuelles en un seul revenu permettant de vivre dignement. Et donc, il aurait la vertu, il serait universel, c'est-à-dire qu'il serait versé à tout le monde, aux enfants, aux femmes, à ceux qui travaillent, à ceux qui ne travaillent pas, et sans condition. Voilà, c'est ça, c'est la vertu principale, enfin c'est la définition principale, et ça aurait comme vertu forcément de pouvoir assainir la société par la base, puisque si plus personne n'est obligé de travailler, plus personne ne sera obligé de travailler dans des entreprises qui ne seraient pas éthiques d'un point de vue social Dans ou des écologique. conditions, ouais. Mais alors bon, c'est vrai que ça paraît très beau cette idée, hein. Mais alors, comment ce serait, ce qu'on entend souvent, ce qu'on a comme contre-argument justement, c'est comment ce serait possible dans la société actuelle, parce que la réponse qu'on entend en général, c'est ah mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent, il faut bien que si on est obligé de travailler, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc d'où sortirait l'argent pour que chacun ait un revenu de base. Alors, tous les économistes s'accordent pour dire que le financement, c'est pas le problème. Des modes de financement, il y en a peut-être autant qu'il y a d'économistes. Il y a moyen d'étendre simplement le RSA, voilà, de le rendre plus ou moins, de plus en plus inconditionnel. Faut savoir que juste si on supprime les postes des gens qui surveillent les gens qui touchent le RSA par exemple ou qui touchent le chômage, si on supprime ces postes-là, ça suffirait à verser un revenu de base inconditionnel de 400 € à tous les Français. Rien qu'en supprimant déjà ces versements. Si on faisait une taxation des transactions financières, ça pourrait largement aussi subvenir au financement. Il y a aussi, on pourrait avoir une autre forme de création monétaire. Plutôt que d'avoir de l'argent dette, eh bien, on pourrait créer de l'argent pour ça. Ce serait une autre forme de création monétaire. Ça pourrait être une taxation foncière sur le patrimoine, comme les SF. Supplémentaire. Ça pourrait être. Il y a eu en 2009 aussi les chèques verts. C'était la taxe carbone qui devait être redistribuée. Ça a été abandonné. Hein. C'était une loi qui avait été proposée. Donc ça, c'était déjà une certaine forme de revenu de base. Et ça peut être aussi une redistribution par la rente pétrolière ou quelques ressources que ce soit, quoi. Le modèle proposé dans le film du revenu de base qui a été diffusé sur Arte en 2006, c'est un financement par la TVA, que je trouve tout à fait rationnel. Dans le modèle qu'il propose, ils suppriment toutes les taxes sur le travail et ils mettent une TVA à 100%, qui est une TVA récupérable, donc du coup sociable, récupérable par les plus pauvres, par ceux qui ne touchent que le revenu de base. Donc non, le financement, c'est pas un problème. Le financement, il est acquis. C'est ce qui empêche d'y arriver, c'est l'autopréservation des institutions. Et la première institution, c'est l'institution idéologique que effectivement il faut travailler pour mériter de vivre. La méritocratie, comme on dit. Oui. Mais c'est toujours l'histoire de il faut souffrir pour mériter son paradis, entre guillemets, quoi, en fait. Alors qu'on peut voir, il y a des chiffres énormes que j'ai eu encore il n'y a pas longtemps, là. C'est que quand même, il y a que
il y a que 20% dans les travaux, dans les activités humaines, il y a que 20% d'activités qui servent concrètement à la production, quoi. 80% des activités humaines ne servent à rien. Donc quand on a peur que les gens ne travaillent plus, mais à la limite, moi je dis rien à la limite parce que de toute façon c'est pas ce qui arrivera, mais à la limite c'est pas un problème parce que oui, la plupart des activités humaines ne servent qu'à brasser de l'argent. Voilà, ça sert pas à créer de la valeur, ça sert juste à entretenir ce système hiérarchique. Donc, mais bon, encore une fois, si on croit les travaux d'un psychologue hongrois qui s'appelle Csikszentmihalyi Melyai, dans les années 70, il a donné une définition du bonheur qui est vraiment juste. Il a défini, grâce à un vaste programme d'enquête, il a demandé simplement aux gens dans toutes les cultures qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux. Et il a défini la définition suivante, c'est l'investissement dans l'action. Pas n'importe quelle action, bien sûr, une action à la hauteur de ses capacités, ni trop dure, sinon on décourage, ni trop facile, sinon on s'ennuie. On a résumé ça dans la Bible et dans les 4 accords Toltec à agir de son mieux. Donc on ne peut pas imaginer que la paresse, la fainéantise soit de la nature humaine. Ce sont des créations de la contrainte. C'est ce qui découle de la contrainte. Tout travail contrainte entraîne une démotivation. Dès lors qu'on fait une activité pour soi, là, on compte pas ses heures. Il n'y a qu'à voir les retraités, par exemple. Les retraités, ils touchent déjà un revenu de base. Et la plupart des retraités, ils ont un agenda de ministre. Et d'un seul coup, ils se trouvent des tas d'activités et ils comptent pas leurs heures. Donc, il ne faut pas croire non plus que ça va mettre des années à se transformer. On le voit justement avec ces exemples-là. Ces changements de comportement humain, ils dépendent directement de notre influence culturelle, notre influence sociale, de l'abondance ou de la rareté. Encore une fois. Et c'est pas une utopie non plus. Hein. J'entends beaucoup cette objection. Une utopie, c'est de penser qu'on peut continuer à répartir les richesses de manière aussi inégale. C'est pas possible. Voilà. On le voit partout ailleurs, ça pète partout, et ça c'est une utopie, de penser qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait. Et c'est d'autant moins une utopie que ça existe déjà en Alaska depuis 1976. C'est l'abondance redistribuée du pétrole. En Iran, depuis le printemps arabe, là aussi c'est le pétrole qui finance. Ça a été essayé en Namibie. Il y a des expériences qui existent en Allemagne actuellement. Ils ont pris des milliers de personnes là, qui reçoivent 1 000 € par mois. Ils sont étudiés par des sociologues pour voir ce qu'ils font faire, s'ils vont acheter de la drogue ou des femmes. Et toutes ces expériences montrent que non, c'est pas ce qui se passe. Je pense que quand les gens n'ont plus une épée de Damoclès sur la tête, à se demander s'ils vont manger demain, s'ils auront toujours un toit sur la tête, ou à ce moment-là, justement, ils peuvent davantage développer leur créativité et être... à mon avis, ils sont plus sensés, plus équilibrés, justement, à ce moment-là, quoi. Plutôt que quand ils sont dans l'angoisse. Absolument. Mais il faut voir la vertu principale qui va éradiquer la corruption. Oui. À terme, c'est ce qui va se produire. Étant donné que plus personne ne sera obligé de travailler dans des entreprises, dans des fast-food ou dans des entreprises nucléaires, en se cachant derrière la réplique toujours, mais tu comprends, il faut bien travailler. Non, on ne pourra plus dire ça. Voilà. Oui. Plus personne ne pourra dire ça. Et à partir de là, oui, forcément, les gens, ils vont pas ne rien faire, non, forcément. Hein. La pire chose qu'on peut affliger à un être humain, on le voit en prison, c'est de ne rien faire, c'est de ne rien pouvoir faire, ne pas pouvoir participer à quoi que ce soit. On le voit, les prisonniers, ils sont prêts à accepter n'importe quel boulot, les plus débiles et aliénants, pourvu qu'ils fassent quelque chose. Et c'est ça la pire punition qu'on peut affliger à quelqu'un. Donc, faut pas avoir peur que les gens ne fassent rien. Ils vont faire des choses, mais ils vont faire des choses qui sont utiles pour eux peut-être d'abord, mais pour la société ensuite, fatalement. Voilà, et c'est un moyen de rééquilibrer. Si vous vendez des fruits et légumes bio, par exemple, et qu'actuellement vous n'êtes pas concurrentiel parce que évidemment l'agrochimie toxique est subventionnée par la politique européenne actuellement et beaucoup moins la culture bio, donc vous n'arrivez pas à percer sur le marché. Là, d'un seul coup, vous allez pouvoir casser les prix et même peut-être les donner, les fruits et légumes, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, si c'est ce qui vous tient à cœur, si c'est ce qui... Et ben voilà, là on va pouvoir rééquilibrer les choses. Et ça aura d'autres vertus pour ceux qui
qui ont envie de reprendre leurs études, par exemple. Pour les journalistes, on en parlait tout à l'heure, il y aura moins de pression, ils seront plus libres de pouvoir parler des choses importantes. Il y aura moins de dopage chez les sportifs. Et d'une manière générale, les gens vont moins travailler, évidemment. Donc, au contraire de ce qu'on nous a appris de travailler plus pour gagner plus, là, on va travailler moins pour que tout le monde travaille. Voilà, tout le monde, puisque forcément, les travaux qui resteront vacants seront immédiatement revalorisés. Hein. S'il y a moins de travailleurs, il faudra les payer plus cher pour les motiver. Donc tous les travaux qui sont vraiment indispensables, ils seront forcément soit revalorisés, soit automatisés. Parce qu'actuellement, la seule chose qui bloque le progrès technologique, c'est parce qu'il y a encore des esclaves qui veulent bien travailler pour une misère. Si demain, ces mêmes esclaves, ils sont émancipés, d'un seul coup, le progrès technologique qui est à nos portes et qui demande que ça, de pouvoir s'exprimer, va pouvoir s'exprimer et il n'y aura plus aucune objection. Et il n'y aura plus aucune objection non plus par rapport aux technologies polluantes. Puisque, comme je l'ai dit, plus personne n'aura d'intérêt à créer des choses qui seront pas éthiques. Donc toute technologie, à la base, sera forcément recyclable ou même biodégradable. Voilà. Donc il y aura pas de peur. Je veux dire, cette peur de la surconsommation, à la limite, elle n'aura plus lieu d'être. Dès lors qu'on résout le problème à la base. Quoi. Ouais. Et donc, en fait, à part semer des graines dans la tête de nos voisins, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer cette initiative? Eh bien, il faut signer la pétition en ligne qui est sur basicingkong.2013.ue, je crois, mais sinon on retrouve le lien sur revenusdebase.info. Très facilement sur Internet. Et voilà, c'est une signature en ligne un petit peu fastidieuse, mais ça, c'est indispensable, quoi. Il faut passer par là. Ça montre qu'il y a quand même du monde que ça intéresse aussi. Voilà, il faut récolter 1 million de signatures avant le mois de janvier, avant le 14 janvier, pour pouvoir... ensuite, il va y avoir des projets pilotes qui seront mis en place dans différents pays, pour pouvoir convaincre tout le monde, quoi, pour pouvoir convaincre les derniers sceptiques que oui, c'est notre seule voie rationnelle. Tu peux me le marquer, là, le site, là, par là? Le site du revenusdebase.info, je ne l'ai pas en tête, mais c'est revenusdebase.info.fr, je crois. Hein. Ouais, recherche sur Google, revenusdebase.info, on le trouve très facilement. Voilà. Mais voilà. On est toujours en ligne, là? Ouais. En ligne, en truc. Ouais, parce qu'après, il faut que ça devienne un peu moins sérieux quand même. Parce qu'on a après, on fait des recettes de cuisine bientôt et du rap. Ça... Désolé. Non, mais j'aime aussi quand c'est carré. C'est bien comme ça. Alors, tu veux faire une pause musicale, Zoom? Non, je sais pas, comme vous voulez. On peut revenir dans quelques instants. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que c'est que on est. Moi, j'aimerais bien avoir des objections aussi, parce que j'ai pas d'argument si j'ai pas d'objection. Ah ouais. Tout le monde est d'accord avec ça ici. Et on va essayer d'en inviter des gens, mais oui. Des bons comme on réactionnaires. se les confronte tous les jours déjà, moi j'ai un peu du mal à les inviter, quoi. C'est-à-dire qu'on devrait plutôt comploter à savoir quelles sont les meilleures stratégies pour, tu vois, pour éviter de se reprendre plein la figure. Effectivement, ça c'est assez intéressant. Mais de là, donner la parole effectivement à l'autre côté, est-ce qu'on pourrait croire qu'il... Enfin, moi je trouve que c'est simple et qu'on a le droit de l'atteindre, d'y arriver, quoi. Et le faire aussi par nous-mêmes, c'est un peu ça le défi. Mais je trouve qu'effectivement, nos opposants, moi je respecte qu'ils fassent comme ils veulent. S'ils en veulent pas, qu'ils le prennent pas. Mais c'est pas... En fait, depuis un peu plus d'un an que je milite pour le revenu de base, des opposants, j'en ai pas eu beaucoup, quoi. Parce que finalement... c'est trop logique. Mais oui, il y a vraiment... les seules oppositions vraiment les plus pertinentes que j'ai pu avoir, c'est la peur de la récupération politique. Et effectivement, il y a déjà quelques hommes politiques qui ont essayé de récupérer le concept en le modifiant, en le rendant pas vraiment inconditionnel. Ouais. Par exemple, j'ai vu un truc avec... un revenu pour les hommes. Ouais, si les femmes s'émancipent, ça va plus. Là, ce genre de truc, c'est complètement absurde. Mais dans tous les cas, à partir du moment où il y a même 1 euro inconditionnel, on sort du système d'échange et on casse ce mécanisme qui fait que tout le monde pense que c'est normal, quoi. C'est normal que tout doit être sous condition, quoi.
Maintenant qu'on est tous fichés, qu'on est tous surveillés, que le Big Brother a commencé et qu'on peut plus se cacher, c'est-à-dire à bout d'un moment, le mieux c'est de tout se dévoiler, de s'organiser, quoi. Je veux dire. Mais je pense que ça passera que par l'organisation, pas forcément par une révolte ou par une pétition, mais par la création, le faire nous-mêmes. Ici, je ne sais pas combien on est, à Aix-en-Provence, dans le bassin de Viexois. Mais je pense qu'il faut plutôt se concentrer, moi, de mon point de vue, mais sur y parvenir localement par le biais d'une mobilisation citoyenne, plutôt que le demander nationalement. Parce que dans ce cas-là, effectivement, c'est directement internationalement, quoi. Du local à l'international s'impose. Oui, idéalement, ce serait internationalement. Mais déjà, l'Europe, c'est une bonne échelle, quoi. Moi, j'explore les solutions individuelles et communautaires depuis suffisamment d'années pour malheureusement me rendre compte que ce sera pas suffisant. Ça ne peut pas endiguer le désastre et les bouleversements cataclysmiques, écologiques et sociaux à venir. C'est bien, hein, c'est mieux que rien. Mais ça suffira pas. J'ai peur que ça suffira pas parce qu'en face, on a un bulldozer qui arrive et toutes les expériences communautaires qui sont testées depuis les années 60, eh bien, restent des modèles communautaires. Ils ne servent pas de modèle aux mégalopoles, voilà, la démographie galopante, au béton. Tout est construit toujours de la même manière, sur le même modèle. Donc, il y a beaucoup de communautés qui ont été faites en dehors. En fait, ils se sont mis à côté parce que pour faire ensemble, c'était pas possible de faire à l'intérieur. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des systèmes de communautés à penser au sein de la ville par une diversité de collectifs, d'associations, de groupes qui pourraient être en fait un peu cette communauté, quoi. Dans une ville comme Aix-en-Provence où effectivement, c'est une petite ville assez familiale où on se croise. Est-ce que moi, je crois qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir un réseau suffisant pour que des communautés autonomes s'installent directement en ville, mais connectent aussi avec, comme on va avec les AMAP, avec l'ensemble. Tout à fait. Maintenant, si on arrive à avoir les paysans pour la bouffe, c'est bon. Quand on a la boulangerie aussi, pareil. Et il ne manque plus que le logement. Mais là, à un moment donné, il y a trop de logements vides. Donc, on garde aussi le prix artificiellement haut. Donc, on préfère baisser aussi le prix de l'immobilier en réouvrant les appartements vides pour commencer à avoir une transition. Parce qu'en fait, surtout à Aix, on paye beaucoup plus cher que ce qu'on devrait les loyers. Donc, on peut aussi harmoniser un ensemble. Et en fait, tout ça ne coûte pas si cher, quoi, ni de manger, ni de se loger. C'est un prix qui est artificiellement haut au plaisir que d'une petite poignée, quoi. C'est clair. Ouais. Non, mais tout ça est tout à fait passionnant. Oui. Mais je encore une ma fois, petite claque aussi. Voilà. C'est quelque chose que j'ai fait tellement longtemps, le traitement des symptômes, que je me suis un peu épuisé à ça, quoi. Ouais. C'est passionnant, c'est clair, c'est passionnant. Mais je continue encore une petite année après, c'est pareil, je crois que je vais m'épuiser aussi. Mais on peut faire ça toute sa vie, essayer de sauver les abeilles, sauver les baleines, lutter contre les antennes Wi-Fi, lutter contre le nucléaire, tout ça. Mais tout ça, ce sont des symptômes qui ont tous la même racine, qui est cette gestion des ressources par le profit, quoi. Et tant que, voilà, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Et moi, ça résume mon mode de pensée aujourd'hui, c'est que voilà, c'est bien de traiter les symptômes, mais ça suffira pas. J'ai peur que ça suffira pas. Bon, maintenant, il y a de plus en plus de choses qui ont tendance à me donner tort, dans le sens où, par exemple, le mouvement des villes en transition se met en réseau, le mouvement Colibri se met en réseau, et tout ça, ça peut-être effectivement créer un rapport de force. Mais mon étude sociologique démontre que ce qui fait la différence entre un mouvement pérenne et un mouvement qui ne l'est pas, c'est la création de l'abondance. Quelle que soit l'abondance, il faut qu'il y ait une forme d'abondance, qu'elle soit monétaire, affective ou autre. Et fatalement, c'est plus difficile à créer dans des petits réseaux, dans des petites communautés, qu'à l'échelle de la communauté européenne. Parce que l'abondance, elle est déjà là. Elle est déjà là, elle est maintenue artificiellement rare, comme tu disais, les loyers. Bon, bah oui, il y a de la place pour tout le monde. Si on divise la place sur Terre, il y a 3 hectares par personne, quoi. Donc, si on vit entassés les uns sur les autres, c'est parce que tout ça, c'est maintenu artificiellement rare. L'abondance, elle est là, quoi. Donc, c'est bien d'essayer de trouver des solutions alternatives à son échelle. Mais faut ouvrir les yeux là-dessus, quoi, sur cette abondance potentielle technologique. Il y a tout un tas de technologies qui ne sont pas utilisées parce qu'elles font de l'ombre au lobby. Moi, je travaille personnellement sur les machines capables d'exploiter l'énergie libre depuis une dizaine d'années. J'ai pu constater que ça fonctionne. Ça fait 200 ans que ça fonctionne. Et voilà, Nikola Tesla avait prouvé en 1889 qu'on pouvait créer de l'énergie gratuite, non polluante et à volonté.
Et 200 ans plus tard, on en est encore à avoir peur du manque de pétrole, quoi. C'est complètement aberrant. Tout est indexé sur le prix de l'énergie. Et quand on sait que l'énergie pourrait être gratuite, bah oui, ça fait 200 ans que tout pourra être gratuit, quoi. Et pareil pour les robots qui pourraient produire. Les imprimantes moléculaires sont à nos portes, quoi, hein, et on arrive déjà à faire du chocolat avec des imprimantes 3D. On arrive à faire des pizzas avec des imprimantes 3D. Et, ouais, et tout ça, c'est pas exploité parce que ça ferait de l'ombre au lobby, encore une fois. Donc, toujours la logique de profit. 8.1. C'est spécial, c'est du live. On va dépasser l'heure, hein, de un quart d'heure, 20 minutes. Je sais pas si on se relance un beat tout de suite. On s'en fait un dans quelques secondes. On accueille Boris. Alors, quelques instants, parce que le bouton est un peu loin du micro. Bonsoir Boris, mais avant on va peut-être terminer avec Audreyne. Alors comment on fait pour vous rencontrer si on veut passer quelques jours vous rencontrer? Il n'y a pas d'arrêt, on est des vrais pirates, donc Ouais. on peut retrouver nos coordonnées sur Internet en cherchant l'Université populaire de la transition. Et Donc il y a un site internet, oui, il y a un site Internet dédié et on une rubrique, reprendra les une rubrique formations. contact et Oui. on peut vous joindre comme ça. de toute Oui, façon. oui, le mieux c'est ça. C'est ça. On reprendra les formations donc d'adaptation soutenable à partir du printemps pour les gens qui sont intéressés. Voilà, et sinon si on veut passer vous voir aussi, j'imagine que tout le monde peut passer. Et Oui, vous bien sûr, rencontrer, c'est les uns les autres. c'est ouvert. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir et nous expliquer toutes ces expériences et ces initiatives Ben, en merci à vous. cours, passées, en cours et à venir. Voilà. Merci à vous. Et signez le revenu de base. Voilà, pensez à la pétition, donc revenu de base, recherche sur Google, la pétition, et vous trouverez. Voilà. Alors, avant Merci, de retrouver Audrey. Late Beats aussi et le Mac de